Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. La direction de la SNCF annonce 33% de grévistes sur la journée d'hier. C'est légèrement moins que la journée du 22 mars. Comment vous jugez cette première journée de mobilisation et de grève? Est-ce que vous diriez que c'est un succès? Bah oui, donc je ne juge pas comme la direction de la SNCF qui ment comme toutes les directions d'entreprise en comptabilisant ce qui l'arrange. Ça a été une mobilisation extrêmement suivie, plus forte que la dernière fois et surtout extrêmement déterminée. Il y a eu beaucoup d'assemblées générales où les cheminots et les cheminotes discutent de la suite du mouvement. Et puis, en prime, on a une mobilisation qui dépasse le cadre de la SNCF, c'est-à-dire qu'on a ce qui se passe du côté des étudiants, avec une mobilisation qui commence à s'enraciner. Il y a ce qui se passe du côté des déchetteries, ce qui se passe aussi à Air France sur les questions salariales, et ça renvoie à ce qui se passe aussi dans le privé à Carrefour, on l'a vu ce week-end. Et c'est pas anecdotique, parce que dans l'air du temps, quand vous avez des mobilisations sur les questions de salaire, ça veut dire que vous passez d'une phase un peu défensive à une phase un peu offensive. Donc, ça y est, donc vous la voyez, la convergence des luttes, vous? Je la vois pas encore, mais en tous les cas, on pousse à ça, voilà, et c'est la seule solution. Et je crois que c'est cette idée-là qui est en train de se répandre en réalité, parce que on est dans de la politique depuis le début. Emmanuel Macron veut faire une démonstration politique. Il essaye de faire l'exemple à la Thatcher. Bah oui, on répond présent quand il y a un rendez-vous politique et social. Nous, on est présent. Il est déterminé, ça tombe bien. Nous aussi, donc il y a pas de souci. Il veut faire ce qu'avait fait Thatcher avec les mineurs en Grande-Bretagne dans les années 80. Sauf que voilà, Macron n'est pas Thatcher et la société française n'est pas tout à fait la société britannique. Et je crois qu'il a poussé le bouchon un petit peu trop loin. Ça discute beaucoup aujourd'hui, au-delà de ceux qui manifestent ou sont en grève. Il y en a beaucoup qui disent il a poussé le bouchon trop loin. Et à un moment donné, il va le payer. Et je crois qu'il va le payer, en effet, très fort. Et pourtant, il a fait des concessions. Le gouvernement a annoncé ces derniers jours que l'ouverture à la concurrence ne passera pas par ordonnance. Il confirme le sac à dos social, c'est-à-dire que si un salarié de la SNCF passe dans une entreprise privée, je vous vois sourire, mais c'est vrai, si le salarié de la SNCF passe dans une entreprise privée, il gardera son régime de retraite et sa garantie de l'emploi. Je vous vois sourire, donc vous ne trouvez que ce n'est pas suffisant? Non, mais je souris parce que ça fait sourire. Parce qu'on est très loin du compte et surtout, c'est même pas à moi d'expliquer à quel point on est très loin du compte, parce que ils peuvent faire de la communication en alternant. On écoute les grévistes, on respecte le droit de grève, enfin tout ce discours qu'on entend depuis des années et des années à chaque fois qu'il y a des mobilisations, en faisant des espèces de mini-concessions qui n'en sont pas, alors qu'en réalité vous avez mis la barre tellement haut du côté du gouvernement que tout le monde sait que la barre elle est toujours à ce niveau-là. Et la barre du point de vue de la SNCF, c'est bien avant d'ailleurs la question du statut des cheminots, en effet, c'est le statut de l'entreprise elle-même. Quand vous passez d'EPIC à société anonyme, même à 100% capitaux publics, vous passez d'une philosophie à une autre, vous passez d'une philosophie de propriété sociale à une philosophie de société actionnariale, et qui dit société actionnariale dit diktat de la rentabilité. Ça veut dire concrètement que tout ce qui ne sera pas jugé rentable sera laissé à l'abandon. Or, j'ai un grand scoop pour vous, mais il se trouve que dans le domaine ferroviaire, l'écrasante majorité des lignes ferroviaires, je dis bien l'écrasante et pas simplement les petites lignes, ne sont pas rentables. Donc vous déléguez ça aux régions et bien entendu, ça veut dire concrètement que l'annonce du rapport Spinetta, un tiers du réseau ferroviaire en moins, c'était le cœur de la réforme. Et pourtant, ils disent qu'il n'y aura pas de suppression de petites lignes, qu'il n'y aura pas de privatisation. Non, mais il faut dire les choses également de l'autre côté. Olivier Besancenot, en quoi l'ouverture à la concurrence est forcément une catastrophe? Ce que je veux dire, c'est qu'en Allemagne, ça s'est fait. L'entreprise publique reste hégémonique, même s'il y a des entreprises privées qui lui font concurrence. Alors quoi? D'abord, chaque exemple n'est pas tout à fait transportable. Il se trouve qu'en Allemagne, ils ont repris aussi la dette publique, donc ça aussi, il faudrait peut-être en parler. Et puis, vous savez, des ouvertures à la concurrence et des privatisations qui ont été absolument catastrophiques dans le domaine ferroviaire, il suffit juste d'aller faire un tour en Grande-Bretagne où l'écrasante majorité de la population réclame la renationalisation du service public ferroviaire. Donc c'est exemple contre exemple. Le gouvernement vous opposera l'exemple allemand, vous direz, mais regardez les trains en Grande-Bretagne. Moi, j'ai rien à opposer à chercher à convaincre le gouvernement. Le gouvernement, moi, j'ai pas le bras long, je cherche pas à l'avoir. On va les contrer. Il faut établir un pouvoir plus fort que le leur. Mais pour ceux qui nous regardent, allez regarder le film de Ken Loach, Navigators, par exemple, sur le bilan de la privatisation du chemin de fer, et vous verrez qu'a priori, vous allez très très rapidement vacciner. Et l'ouverture à la concurrence ici en France, ça s'est fait en 2006 sur le fret, c'est déjà une catastrophe, y compris pour les groupes concurrents qui alignent plans sociaux sur plans sociaux. Enfin, d'ailleurs, j'aime pas cette expression, donc je la retire. En fait, c'est des licenciements. S'ils reprennent une partie de la dette, comme semblent l'annoncer les Échos ce matin, s'ils font un geste sur la dette, est-ce que ce serait acceptable? Le problème, c'est que ça suffira pas, parce qu'il faut s'attaquer au cœur de l'explosion de la dette. Et le cœur de l'explosion de la dette, c'est le système de péage qui a été mis en place en 1997, où, je le rappelle, du fait de la libéralisation, on a saucissonné l'entreprise, entre la SNCF notamment et RFF qui s'occupe de l'entretien des rails, avec un système de péage qu'on paye, je vous dis, de façon extrêmement chère. Les intérêts de la dette, c'est simplement 1,5 milliard d'euros par an pour la SNCF, alors que le fameux coût des cheminots avec lequel on fait peur à tout le monde, c'est plus de 400 millions d'euros. Donc en fait, on est très loin du compte. Si je vous écoute ce matin, quoi que le gouvernement fasse, quoi que le gouvernement dise, quoi
quelle que soit la concession qu'il propose, ce sera non. C'est soit vous retirez le texte, soit c'est non. Mais Léa Salamé, je ne suis pas un macroniste de gauche. Je n'ai pas de déprime ce matin. Je ne suis pas surpris par ce qu'ils font. Vous voyez, donc je les combats depuis le début. Ce sera non, ce sera surtout autre chose. Ce sera surtout une coupe qui est trop pleine. Et à un moment donné, la possibilité qu'il y ait un rebond social et politique qui est peut-être dans l'air, oui. Pour l'instant, l'opinion publique est plutôt neutre, je dirais. Si on regarde les sondages, il n'y a ni un soutien massif à la réforme, ni un soutien massif à la grève. Mais est-ce que vous craignez pas qu'après 3, 4, 5 jours de grève, l'opinion se lasse et l'opinion vous lâche? Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi l'inverse. C'est ça une bataille politique, c'est aussi mener la bataille de l'opinion. Vous savez, dans les assemblées générales cheminotes qui sont nombreuses, il y a une discussion en ce moment même pour savoir si on part en grève reconductible, c'est-à-dire tous les jours tout de suite, ou si on adopte le fameux calendrier des 2 jours, puis les 3 jours, etc. Et dans les discussions, il y a aussi l'idée de dire aux usagers, voilà, c'est pas d'abord contre vous, c'est précisément pour vous qu'on se bat. Et en effet, moi je peux être interpellé dans la rue en disant ouais, ça va être la galère. C'est vrai que c'est la galère. Soit c'est la galère. Peut-être, mais quelques jours de galère, des fois, ça vaut mieux que un grand retour en arrière de 100 ans sur un service public auquel on tient quand même malgré tout. Puis je dis à ceux qui nous écoutent que s'il n'y avait pas eu des grandes grèves dans ce pays, des grandes manifestations, vous savez, on n'aurait pas la sécurité sociale, on n'aurait pas les services publics, on n'aurait même pas les congés payés. Donc tous ceux qui disent il y a trop de syndicalistes, il y a trop de grévistes, qu'ils n'oublient pas de sortir leur carte bleue quand ils vont dans les urgences, qu'ils n'oublient pas de sortir leur carte bleue quand ils inscrivent leur enfant à l'école publique, qui renoncent à la sécurité sociale, qui renoncent au prud'homme, qui renoncent aux ACDIC, et puis qui partent pas en congé, puisque je vous dis, il a fallu une grève générale en 1936 pour l'obtenir. C'est à ça que vous rêvez. Alain Krivine disait ce week-end dans le journal du dimanche, en parlant de vous, Olivier travaille à un nouveau 68, un vrai qui réussisse une explosion révolutionnaire. C'est ça que vous espérez? Vous espérez une explosion? Alain, il s'est emballé sur ce coup-là. Je ne travaille pas tout seul, heureusement. Mais en tous les cas, je milite pour un mai pour une 2018. Explosion. Voilà. Pour un mai 2018, pour une explosion révolutionnaire, c'est ça que vous voulez? Non mais moi, faire tout péter? Non mais je sais, moi je suis militant communiste révolutionnaire, tout le monde le sait, je vais pas avancer cagoulé, j'ai été candidat de la Ligue communiste révolutionnaire. Maintenant on est très loin de la révolution. Par contre un mouvement d'ensemble, la convergence des luttes, peut-être que ça ferait pas de mal, sachant que depuis 15 ans de mobilisation sociale, à chaque fois qu'on a fait des journées de grève interprofessionnelle décalées toutes les 3 semaines, plutôt que de faire 5 grandes journées de ce type-là, si on en avait fait simplement 2 ou 3, mais successives cette fois-ci, peut-être qu'on aurait appris au gouvernement à nous parler un peu mieux. Et la question du respect et de l'humilité du côté gouvernement, je pense que c'est aussi dans ce qui est en train de se tramer actuellement. Je pense que Macron paye son arrogance. Vous savez, tout n'est pas affaire comptable. Et quand on a des responsables gouvernementaux qui nous prennent de haut avec des expressions inédites, en nous expliquant gréviculture ou autre chose, mais sur le thème vous avez rien compris, ça aussi ça heurte énormément de personnes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui un des points communs entre des salariés du public, du privé, des chômeurs, des retraités, des artisans, c'est de se dire à un moment donné, ils nous prennent pour des cons et ça va finir par se voir. 20 facs sont bloqués ce matin, les étudiants protestent contre Parcoursup. Il faut que les examens aient lieu dans les meilleures conditions, répète le gouvernement. Est-ce qu'au moins vous êtes d'accord avec ça? Quoi qu'il arrive, il faut que les examens aient lieu ou non? Et il faut qu'il n'y ait plus de sélection à l'université surtout. Voilà. Et pour ça, il faudra une mobilisation. Donc quitte à ce qu'on rogne sur les examens de fin d'année. Non, mais je vais vous dire, ça c'est pareil sur les étudiants, pour me poser la question sur les usagers. Moi j'aime bien le gouvernement qui parle d'usagers. Alors déjà d'usagers, on en parlera. Le restant de l'année, il n'y a pas d'usagers. Il n'y a que des clients, il n'y a qu'au moment des grèves, on parle d'usagers. Ouais. Alors je leur dis tous très fort, vous qui êtes adeptes du service minimum, sachez une chose, c'est qu'avec la libéralisation, le service minimum, ça va être toute l'année. Parce que tellement on est en train de détricoter le service public, ce sera bientôt le service minimum. Olivier Besancenot, dans le domaine de l'éducation. On n'a plus le temps. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes doit être évacuée dans les plus brefs délais. Qu'est-ce que vous dites aux zadistes? Vous avez gagné, il n'y aura pas d'aéroport, faut partir? Je pense que si le gouvernement veut aussi multiplier la répression dans ce domaine-là, on peut allumer toutes les mèches en même temps, mais à mon avis, c'est une mauvaise idée. Olivier Besancenot était notre invité, belle journée à vous.